Janvier 987. La nuit est froide sur les terres encore fragmentées de ce que l'on n'appelle pas encore la France. Dans la pénombre d'une basilique austère, éclairée par la lueur tremblante des torchers, une couronne repose sur un coussin de velours sombre. Elle n'a rien d'imposant. Pas encore. Quelques pierres, de l'or martelé, une forme simple. Pourtant, dans ce silence chargé d'encens et d'inquiétude, elle pèse déjà du poids d'un royaume à inventer. Autour d'elle, les grands seigneurs murmurent. Ils ne voient pas une nation. Ils voient leurs terres, leurs châteaux, leurs armées privées. Le pouvoir est morcelé, fragile, disputé. L'ombre des Carolingiens s'est dissipée. L'autorité s'est fragmentée en centaines de fiefs. Un homme s'avance. Son nom n'annonce aucune légende. Hugues Capet. Il ne possède ni l'immensité des anciens empereurs, ni la certitude de l'avenir. Il reçoit pourtant cette couronne. Et avec elle, une mission invisible, bâtir un royaume qui n'existe pas encore. La couronne n'est pas un aboutissement. Elle est un commencement. À la fin du Xe siècle, l'Occident carolingien n'est plus qu'un souvenir morcelé. L'empire bâti par Charlemagne s'est disloqué sous le poids des successions, des invasions et des rivalités dynastiques. Le traité de Verdun en 843 avait déjà partagé l'héritage en 3 royaumes. Au fil des décennies, l'autorité centrale s'est affaiblie. Les comtes, les ducs, les marquis ont consolidé leur position locale. La protection contre les raids vikings, sarrasins ou hongrois s'est organisée à l'échelle régionale. La fidélité n'allait plus à un souverain lointain, mais au seigneur le plus proche, capable de défendre une terre et de lever des hommes. En 987, lorsque Hugues Capet est élu roi des Francs, son domaine direct est modeste. Il contrôle essentiellement l'Île-de-France et quelques villes stratégiques comme Orléans ou Paris. Autour de lui s'étendent des principautés presque indépendantes, la Normandie, l'Aquitaine, la Bourgogne, la Flandre. Certaines sont plus riches, plus puissantes, mieux organisées que le domaine royal lui-même. Le roi n'est pas encore le maître d'un territoire unifié. Il est un seigneur parmi d'autres, certes sacré, mais limité. Le sacre, pourtant, change tout. À Reims, la cérémonie n'est pas seulement religieuse. Elle est politique. L'onction de l'huile sainte confère au roi une dimension sacrée. Il n'est plus simplement un chef militaire. Il devient le lieutenant de Dieu sur terre. Cette idée, héritée de la tradition carolingienne, va constituer l'un des piliers de la monarchie française. La couronne posée sur la tête du Capet n'est pas seulement un ornement. Elle symbolise une continuité, une légitimité transcendante que les grands seigneurs, malgré leur puissance, ne peuvent revendiquer avec la même force. Mais la réalité demeure brutale. Le roi ne dispose pas d'une armée permanente. Il dépend des fidélités féodales. Son autorité s'exerce par alliance, mariage, négociation patiente. Les premières décennies capétiennes sont marquées par une stratégie discrète mais déterminante, assurer la transmission héréditaire. Hugues Capet fait sacrer son fils Robert de son vivant. Ce geste simple transforme l'élection en dynastie. Il verrouille l'avenir. La couronne cesse d'être un objet que l'on peut facilement contester. Elle devient un héritage. Les rois capétiens des XIe et XIIe siècles n'entreprennent pas de conquêtes spectaculaires. Leur œuvre est plus subtile. Ils consolident le domaine royal par achat, mariage, confiscation légale. Ils affirment progressivement leur autorité judiciaire. Ils multiplient les actes écrits, les chartes, les décisions arbitrales. Lentement, le roi devient le recours suprême. Dans un monde où la violence privée est courante, l'idée d'une justice supérieure commence à s'imposer. Pourtant, le contraste reste frappant. Tandis que le roi de France tente de consolider son autorité, le duc de Normandie, devenu Guillaume le Conquérant, s'empare de l'Angleterre en 1066. L'Anjou et l'Aquitaine s'unissent par mariage puissant. À la fin du XIIe siècle, le roi d'Angleterre contrôle plus de terres en France que le roi lui-même. L'équilibre semble fragile, presque humiliant. La couronne, posée sur la tête des Capétiens, pourrait sembler décorative. Elle ne domine pas encore le royaume, elle le symbolise seulement. Mais c'est précisément dans cette apparente faiblesse que se prépare la transformation, car la monarchie capétienne a choisi la durée plutôt que l'éclat. Elle s'enracine, elle survit, elle transmet. Chaque génération ajoute une pierre invisible à un édifice en construction. Le pouvoir royal n'est plus seulement militaire, il devient administratif, juridique, sacré. La couronne commence à incarner quelque chose de plus vaste qu'un domaine, une idée d'unité. Et bientôt, au tournant du XIIIe siècle, un roi va transformer cette idée en puissance tangible. À la fin du XIIe siècle, la situation du royaume paraît presque paradoxale. Le roi de France porte une couronne sacrée, mais autour de lui s'étend un ensemble de principautés qui rivalisent en richesse et en influence.
Le plus puissant de ses adversaires n'est autre que le roi d'Angleterre, héritier d'un vaste ensemble territorial que l'on appelle aujourd'hui l'Empire plantagenet. De la Normandie à l'Aquitaine, de l'Anjou à la Guyenne, ces terres encerclent presque le domaine royal. Le souverain français se trouve face à un vassal plus puissant que lui. En 1180, un jeune roi monte sur le trône, Philippe II, que l'histoire retiendra sous le nom de Philippe Auguste. Il n'a que 15 ans. Rien n'annonce encore qu'il sera l'un des véritables architectes de la puissance française. Pourtant, sous son règne, la couronne va cesser d'être fragile. Elle va devenir un instrument d'expansion méthodique. Philippe Auguste comprend que la monarchie ne peut survivre dans l'ombre des grands féodaux. Il adopte une stratégie patiente et implacable. Face à Jean sans Terre, roi d'Angleterre, il exploite les faiblesses politiques, les conflits internes, les fautes juridiques. En 1202, il convoque son vassal devant la cour féodale pour répondre d'accusations. Jean refuse. Philippe prononce la confiscation de ses fiefs français. Ce n'est pas seulement un acte militaire, c'est un acte juridique. La guerre qui suit est enveloppée dans la légitimité. En quelques années, la Normandie tombe, puis l'Anjou, le Maine, la Touraine. L'équilibre des forces bascule. Pour la première fois, le roi de France étend massivement son domaine direct. La couronne commence à s'appuyer sur un territoire continu et cohérent. Mais l'année décisive est 1214. Le 27 juillet, près du village de Bouvines, une coalition se forme contre lui. L'empereur germanique Othon IV, le comte de Flandre, le roi d'Angleterre en soutien indirect. Face à eux, l'armée capétienne se déploie. Ce n'est pas seulement une bataille féodale. C'est un affrontement qui engage l'avenir du royaume. Bouvines est courte, brutale, décisive. Philippe Auguste manque d'être capturé, mais ses chevaliers tiennent. Les milices communales participent. La coalition se disloque. La victoire est totale. Les chroniqueurs décrivent une liesse inédite dans les villes du royaume. Pour la première fois, le succès du roi est perçu comme une victoire collective. Bouvines change la nature du pouvoir royal. La couronne n'est plus seulement sacrée. Elle est victorieuse. Elle incarne la stabilité face aux ambitions extérieures. Les villes, en quête de protection contre les abus féodaux, se rapprochent du roi. En échange de chartes et de privilèges, elle renforce son autorité financière et militaire. Un cercle vertueux s'installe. Plus le roi protège, plus il est soutenu. Sous Philippe Auguste et ses successeurs, l'administration se structure. Des baillis et des sénéchaux sont envoyés dans les provinces pour représenter le pouvoir royal. Ils rendent justice, collectent les revenus, surveillent les seigneurs locaux. L'État, encore embryonnaire, commence à prendre forme. L'écrit se généralise. Les archives se multiplient. La décision royale devient plus régulière, plus centralisée. Au XIIIe siècle, sous Louis IX, la monarchie acquiert également une dimension morale et judiciaire renforcée. Le roi rend justice sous un chêne à Vincennes, selon la tradition rapportée par Joinville. Il interdit les guerres privées, impose la paix du roi, renforce l'appel à sa cour souveraine. L'idée s'impose progressivement. Au-dessus des seigneurs, il existe une autorité suprême. La couronne, autrefois fragile, repose désormais sur un socle territorial élargi, une victoire militaire fondatrice et une administration naissante. Elle n'est plus simplement héritée, elle s'exerce. Mais cette consolidation n'efface pas les tensions. Au XIVe siècle, une crise profonde va mettre à l'épreuve tout ce qui a été bâti. Famine, peste, rivalité dynastique. Et bientôt, une guerre longue de plus d'un siècle va menacer l'existence même du royaume. La couronne devra prouver qu'elle est plus qu'un symbole, qu'elle peut survivre au chaos. Le XIVe siècle s'ouvre sur une prospérité fragile. Le royaume s'est agrandi, l'autorité royale s'est affirmée, l'administration s'est structurée. Pourtant, sous cette stabilité apparente, les fondations restent vulnérables. En 1316, la mort du jeune Jean Ier, après seulement quelques jours de règne, révèle une fragilité dynastique. Les fils de Philippe le Bel disparaissent sans héritier mal durable. La succession devient incertaine. La couronne, que l'on croyait solidement enracinée, vacille à nouveau. Lorsque Charles IV meurt en 1328 sans fils, la question éclate au grand jour. Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère, revendique le trône de France. Les grands du royaume invoquent la loi salique pour écarter la transmission par les femmes et choisissent Philippe de Valois. Ce choix n'est pas anodin. Il affirme que la couronne obéit à une règle propre, distincte des ambitions étrangères. Mais il ouvre aussi une fracture qui conduira à l'un des conflits les plus longs de l'histoire européenne, la guerre de 100 ans. L'angle humain de cette période révèle une monarchie sous pression constante. Les rois ne sont plus seulement des administrateurs ou des conquérants.
Ils deviennent des symboles d'endurance. Philippe VI affronte les premières défaites. À Crécy, en 1346, l'armée française est écrasée par les archers anglais. En 1356, à Poitiers, le roi Jean II est capturé. Pour la première fois depuis des siècles, un roi de France devient prisonnier sur le champ de bataille. La couronne semble humiliée, vulnérable. Dans les campagnes, la guerre s'accompagne de ravages. Les compagnies de mercenaires pillent les villages. La peste noire, apparue en 1348, décime près d'un tiers de la population européenne. Le royaume se vide. Les terres restent en friche. Les impôts augmentent pour financer l'effort militaire. Des révoltes éclatent, comme la Jacquerie en 1358. Le lien entre la monarchie et ses sujets est mis à rude épreuve. Sur le plan militaire, la guerre révèle une transformation profonde. La chevalerie, fierté de la noblesse française, se heurte à la discipline des archers anglais, à l'évolution des tactiques. Les chars frontales, jadis décisives, deviennent vulnérables face aux arcs longs et aux formations défensives. L'honneur féodal se confronte à l'efficacité stratégique. La couronne comprend progressivement qu'elle doit s'adapter. Une armée plus organisée, mieux financée, plus permanente devient nécessaire. L'angle religieux renforce encore l'importance du sacre. Dans un contexte de défaite et de crise, la légitimité divine devient un refuge politique. Le roi est oint, consacré, désigné par Dieu. Cette dimension sacrée nourrit la résistance morale du royaume. Lorsque Charles VII monte sur le trône en 1422, son autorité est contestée. Une partie du territoire reconnaît le roi d'Angleterre comme souverain légitime. La France semble fracturée. C'est alors qu'apparaît une figure inattendue, Jeanne d'Arc. En 1429, elle conduit Charles VII à Reims pour son sacre. Cet événement dépasse la simple cérémonie. Il restaure symboliquement la continuité capétienne. La couronne, posée sur la tête du roi dans la cathédrale traditionnelle des Sacres, devient un acte de reconquête spirituelle autant que politique. La légitimité reprend corps. Peu à peu, la guerre bascule. Les victoires françaises se multiplient. L'artillerie progresse. Les places fortes sont reprises. En 1453, la chute de Bordeaux marque la fin du conflit sur le continent. L'Angleterre ne conserve plus que Calais. La guerre de 100 ans a dévasté le royaume. Mais elle l'a aussi transformé. Le pouvoir royal sort renforcé. Charles s'est créé une armée permanente, financée par un impôt régulier, la taille. Pour la première fois, la monarchie dispose d'un outil militaire stable, indépendant des fidélités féodales. La couronne a traversé l'humiliation, la division, la quasi-disparition. Elle n'est plus seulement un héritage dynastique. Elle est devenue le point de ralliement d'un territoire et d'un peuple confronté à une menace commune. Et dans cette épreuve, quelque chose d'inédit a émergé, non plus seulement un royaume, mais le sentiment diffus d'une nation. La fin de la guerre de 100 ans ne marque pas seulement une victoire militaire. Elle révèle une transformation plus profonde, presque invisible. Pendant plus d'un siècle, le royaume a été contraint de se définir face à un adversaire extérieur. Cette confrontation prolongée a façonné une conscience collective. Les chroniqueurs ne parlent plus seulement des terres du roi. Ils évoquent le royaume de France comme une entité distincte, menacée, mais persistante. L'angle territorial montre combien cette guerre a accéléré la centralisation. Pour financer l'effort militaire, la monarchie a dû instaurer une fiscalité régulière. La taille, levée de manière permanente à partir des années 1440, crée un lien direct entre le roi et ses sujets. L'impôt n'est plus exceptionnel, il devient structurel. En contrepartie, le roi offre protection et stabilité. Cette relation transforme la nature du pouvoir. Elle dépasse les obligations féodales pour entrer dans une logique plus étatique. L'armée permanente fondée par Charles constitue un autre tournant. Les compagnies d'ordonnance, composées de cavaliers soldés, remplacent progressivement les levées féodales irrégulières. L'artillerie royale, modernisée et disciplinée, devient l'une des plus puissantes d'Europe. La guerre n'est plus seulement l'affaire de la noblesse, elle devient celle d'un appareil organisé, financé par le royaume tout entier. La couronne dispose désormais d'un instrument autonome. L'angle idéologique est tout aussi déterminant. La loi salique, invoquée pour exclure les prétentions anglaises, consolide une conception particulière de la souveraineté. La couronne ne peut être fragmentée ni transmise hors du lignage masculin. Elle devient indivisible. Ce principe juridique renforce l'idée d'une continuité ininterrompue. Même en temps de crise, la monarchie se présente comme permanente. Dans les villes, un sentiment nouveau se diffuse. Les milices urbaines qui avaient combattu à Bouvines ou résisté au siège anglais participent à la défense collective.
Les habitants ne se battent plus seulement pour leur seigneur local, mais pour un ensemble plus vaste. Les ordonnances royales circulent, les décisions judiciaires s'imposent dans des provinces éloignées. L'écrit administratif uniformise les pratiques. La langue française commence à remplacer le latin dans les actes officiels, notamment avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 sous François Ier, prolongeant cette dynamique d'unification. L'angle moral révèle enfin une évolution subtile. La monarchie sort de la guerre de 100 ans plus autoritaire, mais aussi plus indispensable. Elle a prouvé qu'elle pouvait survivre à l'effondrement apparent. Elle a reconquis son territoire, rétabli l'ordre, restauré la légitimité. La couronne n'est plus seulement le symbole d'une dynastie, elle est devenue le point fixe autour duquel s'organise la stabilité du royaume. Pourtant, cette consolidation ne signifie pas la fin des tensions. Les grands princes territoriaux conservent une influence considérable. Les ducs de Bourgogne, en particulier, bâtissent un État puissant aux frontières orientales. Le royaume, bien que renforcé, demeure vulnérable aux ambitions internes. C'est dans ce contexte que s'impose la figure de Louis XI. Son règne va marquer un affrontement décisif entre la monarchie centralisatrice et les dernières grandes puissances féodales. La couronne, désormais solide, va devoir affirmer son autorité contre ceux qui refusent sa suprématie. Et c'est dans cette confrontation que le royaume cessera définitivement d'être une mosaïque pour devenir un État. En 1461, lorsque Louis XI monte sur le trône, le royaume de France est officiellement victorieux. La guerre de 100 ans est terminée. L'autorité royale a été restaurée. Pourtant, derrière cette façade de stabilité, subsiste une menace plus dangereuse encore que les armées anglaises, la puissance des grands princes du sang. Louis XI hérite d'un royaume consolidé, mais encerclé par des principautés ambitieuses. La plus redoutable est la Bourgogne. Sous Philippe le Bon, puis sous Charles le Téméraire, le duché s'est transformé en un État quasi indépendant, riche, organisé, s'étendant des Flandres jusqu'aux frontières du Saint-Empire. Ses villes commerçantes prospèrent. Son armée est moderne. Son ambition est claire, rivaliser avec la monarchie française. Louis XI comprend que la guerre ouverte serait risquée. Contrairement aux chevaliers flamboyants des générations précédentes, il privilégie la diplomatie, l'espionnage, la négociation patiente. Son règne n'est pas celui des grandes charges héroïques. Il est celui de la stratégie invisible. La couronne, désormais renforcée, ne doit pas seulement vaincre, elle doit absorber. En 1465, la Ligue du bien public rassemble plusieurs grands seigneurs contre lui. Ils prétendent défendre leur liberté face à l'autorité croissante du roi. La confrontation militaire est indécise. Mais Louis XI ne cherche pas la gloire immédiate. Il multiplie les concessions temporaires, puis revient progressivement sur ses engagements. Il isole ses adversaires, les divise, exploite leurs rivalités internes. Le face-à-face avec Charles le Téméraire devient central. Ce dernier rêve d'un royaume bourguignon indépendant, reliant la mer du Nord aux Alpes. Son armée, disciplinée, équipée d'une artillerie puissante, représente un défi direct. Pendant des années, l'Europe observe cette rivalité silencieuse. Puis, en 1477, tout bascule. Charles le Téméraire meurt devant Nancy. Son ambition s'effondre avec lui. Louis XI agit immédiatement. Il revendique les territoires bourguignons au nom des droits féodaux. La Bourgogne ducale est annexée. L'État rival disparaît. Ce moment marque une rupture décisive. Pour la première fois, un prince quasi souverain est absorbé définitivement par la monarchie. La couronne ne tolère plus d'égal sur son territoire. L'idée d'un royaume composé de principautés indépendantes s'éteint progressivement. Louis XI renforce également le réseau administratif. Les officiers royaux se multiplient. Les postes de contrôle s'étendent. Les routes commerciales sont sécurisées. Il favorise le développement économique des villes, soutient l'imprimerie naissante, encourage les foires. La monarchie ne se contente plus de gouverner par la guerre, elle structure l'espace économique. Son règne transforme la perception du pouvoir royal. Le roi n'est plus seulement un chef de guerre sacré. Il devient un stratège d'État. La couronne n'est plus simplement portée, elle est administrée. À sa mort en 1483, le royaume est plus vaste, plus cohérent, plus centralisé qu'à son avènement. Les grands princes ont été contenus. L'autorité royale est incontestée. Mais cette consolidation ouvre une nouvelle ère. Si la féodalité décline, une autre question se pose. Jusqu'où peut aller le pouvoir du roi? La couronne, devenue instrument d'unité, peut-elle devenir instrument d'absolutisme? Les siècles suivants apporteront la réponse. Après la disparition de Charles le Téméraire et l'intégration progressive des terres bourguignonnes, la monarchie française entre dans une phase de transformation structurelle. Le XVe siècle tardif laisse place à une modernisation
continue de l'appareil d'État. Sous les règnes successifs des Valois puis des Bourbons, la couronne consolide ce que Louis XI avait amorcé, l'affirmation d'une autorité centrale capable de dominer les résistances internes et de projeter sa puissance à l'extérieur. Au XVIe siècle, François Ier incarne cette nouvelle dynamique. Son règne marque une évolution culturelle et administrative majeure. L'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 impose l'usage du français dans les actes juridiques et administratifs à la place du latin. Cette décision, apparemment technique, possède une portée profonde. Elle uniformise le langage du pouvoir et renforce l'unité juridique du royaume. La couronne ne gouverne plus à travers une mosaïque linguistique, mais à travers une norme commune. Sur le plan militaire, les guerres d'Italie illustrent la volonté des rois de France d'affirmer leur prestige en Europe. L'armée royale traverse les Alpes, affronte les forces impériales et espagnoles, expérimente les innovations de la Renaissance militaire, artillerie plus mobile, fortifications adaptées, professionnalisation accrue des troupes. Les défaites, comme à Pavie en 1525 où François Ier est capturé, rappellent que la puissance royale reste dépendante de l'équilibre européen. Pourtant, même prisonnier, le roi conserve sa légitimité. La couronne n'est pas détruite par la capture du souverain. Le XVIIe siècle représente un autre tournant majeur avec l'émergence de l'absolutisme sous Louis XIII et surtout Louis XIV. L'autorité royale atteint une intensité nouvelle. Le cardinal de Richelieu puis Mazarin renforce le contrôle central, réduisent l'autonomie des nobles, répriment les révoltes internes comme celles des Huguenots ou la Fronde. Ces crises révèlent les tensions persistantes entre pouvoir central et privilèges locaux. Lorsque Louis XIV prend le pouvoir personnellement en 1661, il transforme la monarchie en un système où le roi devient le centre politique, administratif et symbolique du royaume. Versailles n'est pas seulement un palais, c'est un outil de gouvernance. En y rassemblant la noblesse, le roi neutralise les potentiels foyers de rébellion. La cour devient un espace de contrôle social et politique. L'angle symbolique atteint ici son apogée. La couronne est désormais associée à une représentation quasi théâtrale du pouvoir. Les cérémonies, les portraits officiels, l'étiquette minutieuse construisent une image d'autorité absolue. L'État fonctionne grâce à une bureaucratie élargie, intendant dans les provinces, contrôle fiscal renforcé, armée permanente modernisée sous l'impulsion de Louvois. Militairement, la France devient l'une des premières puissances européennes. Les armées de Louis XIV mènent des campagnes successives aux frontières, consolidant le territoire par des conquêtes stratégiques et des traités diplomatiques. Les fortifications de Vauban illustrent cette rationalisation défensive. Le royaume est protégé par un système de places fortes organisé selon une logique géométrique et scientifique. Mais cette centralisation a un coût. Les guerres prolongées, les dépenses de cours et l'entretien d'une armée permanente accroissent la pression fiscale. Les inégalités sociales persistent. Les réformes structurelles restent limitées par les privilèges de l'Ancien Régime. Ainsi, même au sommet de sa puissance, la monarchie porte en elle des fragilités latentes. La couronne, sous Louis XIV, semble invincible. Elle domine l'Europe diplomatiquement et culturellement. Pourtant, son éclat masque des tensions économiques et politiques qui s'accumulent progressivement. Cette accumulation prépare le prochain basculement historique. Celui où l'autorité royale, devenue absolue, sera confrontée aux aspirations nouvelles d'une société en mutation. Au début du XVIIIe siècle, le modèle monarchique atteint un point de saturation. L'État centralisé fonctionne avec une administration structurée, une fiscalité permanente et une armée professionnelle puissante. Pourtant, les fondations économiques du royaume montrent des signes d'épuisement. Les guerres répétées, guerres de succession d'Espagne, conflits continentaux, mobilisent d'immenses ressources financières. La dette publique s'accumule. Sous Louis XV, le royaume reste territorialement stable, mais politiquement fragilisé par des défaites militaires et des tensions internes. La monarchie conserve son prestige symbolique, mais elle perd progressivement sa capacité d'initiative stratégique en Europe. Les réformes tentées par des ministres comme Turgot cherchent à moderniser l'appareil fiscal et économique, à rationaliser les dépenses et à alléger certains privilèges. Cependant, ces tentatives rencontrent une résistance profonde des corps constitués et des élites traditionnelles. L'angle administratif révèle une contradiction majeure. Le pouvoir central est théoriquement absolu, mais en pratique, il dépend d'un système de privilèges, de parlements et d'institutions qui peuvent freiner les décisions royales. Les parlements, notamment celui de Paris, enregistrent les édits royaux et peuvent formuler des remontrances. Ce mécanisme, initialement consultatif, devient progressivement un espace de contestation politique. Sur le plan social, les inégalités se creusent. Le tiers-État, paysans, artisans, bourgeois, supporte une grande partie de la charge fiscale, tandis que la noblesse et le clergé bénéficient d'exemptions importantes.
Cette structure fiscale crée un déséquilibre perçu comme injuste par une partie croissante de la population. La couronne, qui s'était construite comme garante de l'unité et de la protection, est désormais perçue par certains comme distante des réalités économiques du pays. La fin du XVIIIe siècle accélère ces tensions. Les crises agricoles, les mauvaises récoltes et la hausse du prix du pain aggravent la situation sociale. Le déficit budgétaire atteint un niveau critique. La tentative de réforme fiscale sous Louis XVI se heurte au blocage institutionnel. Pour résoudre la crise financière, le roi convoque les États généraux en 1789, un événement qui n'avait pas eu lieu depuis plus de 160 ans. Cette convocation marque un tournant majeur. Elle ouvre un espace politique inédit où les représentants du royaume peuvent exprimer des revendications structurelles. Rapidement, les débats dépassent la simple question fiscale. Ils interrogent la nature même de la souveraineté. La couronne, qui pendant 8 siècles avait incarné l'autorité centrale et la continuité dynastique, se retrouve confrontée à une redéfinition radicale du pouvoir. Le système monarchique a construit l'État moderne, mais cet État va désormais être réinterprété à travers de nouveaux principes politiques. Et cette transformation va bouleverser définitivement la relation entre le roi et la nation. L'année 1789 transforme le paysage politique français de manière irréversible. Les États généraux, réunis pour résoudre une crise financière, deviennent le théâtre d'une rupture idéologique. Le tiers-État se proclame Assemblée nationale. La souveraineté ne repose plus exclusivement sur la personne du roi, mais sur la représentation de la nation. Ce glissement conceptuel marque un bouleversement fondamental dans l'histoire de la couronne. Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille symbolise plus qu'un affrontement militaire. Elle incarne la fin d'un ordre perçu comme figé. Les forteresses royales, autrefois signes de contrôle et de protection, deviennent des symboles de contraintes politiques. La violence populaire s'inscrit désormais dans un cadre révolutionnaire. En août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame des principes qui redéfinissent la légitimité politique, égalité devant la loi, souveraineté nationale, liberté fondamentale. Ces principes ne sont pas compatibles avec une monarchie absolue fondée sur le droit divin traditionnel. La couronne, qui reposait sur l'onction sacrée et la continuité dynastique, est confrontée à une nouvelle source d'autorité, la volonté populaire. Louis XVI tente d'adapter la monarchie à cette transformation. En 1791, la France devient une monarchie constitutionnelle. Le roi conserve un rôle exécutif limité, mais son pouvoir est encadré par une constitution et une assemblée élue. Cette tentative de compromis illustre une dernière transformation possible du modèle monarchique, accepter une limitation institutionnelle pour préserver une forme de continuité. Cependant, les tensions internes et les pressions extérieures fragilisent ce système. La fuite de Varennes en juin 1791 mine la confiance entre le roi et une partie du peuple. Les guerres révolutionnaires éclatent face aux monarchies européennes qui craignent la propagation des idées révolutionnaires. Le conflit international accélère la radicalisation politique. En 1792, la monarchie est suspendue. L'abolition de la royauté en septembre marque la fin officielle du régime monarchique séculaire. En 1793, Louis XVI est jugé puis exécuté. La couronne physique disparaît du pouvoir politique. Le symbole qui avait accompagné la construction territoriale, administrative et militaire du royaume n'incarne plus l'autorité de l'État. Pourtant, l'héritage des rois ne disparaît pas avec la chute de la monarchie. Les institutions centralisées, l'administration structurée, l'armée permanente, le découpage territorial, le système juridique unifié, tous ces éléments sont issus de siècles de consolidation monarchique. La Révolution transforme la légitimité politique, mais elle s'appuie sur l'architecture étatique héritée des rois. Au XIXe siècle, la France connaît des restaurations monarchiques, des empires et des régimes républicains successifs. Chaque tentative de retour du trône se heurte à une réalité nouvelle. La souveraineté appartient désormais à la nation. Même lorsque la monarchie est brièvement restaurée, elle ne retrouve jamais l'autorité absolue qu'elle avait sous Louis XIV. La couronne, autrefois symbole vivant du pouvoir central, devient progressivement un objet historique, mémoriel, patrimonial. Elle représente désormais une période fondatrice plutôt qu'un système politique actif. Ainsi, l'histoire des rois qui ont bâti la France n'est pas seulement celle d'une dynastie. C'est celle d'un processus long de centralisation, de résistance, de transformation et finalement de dépassement. Ils ont construit les structures. La nation a transformé la légitimité. Et la couronne demeure comme le témoignage visible d'un long héritage politique. Pendant plus de 8 siècles, la couronne a incarné la continuité du pouvoir en France. Elle a survécu aux invasions, aux guerres féodales, aux crises dynastiques, aux famines,
aux révoltes et aux révolutions. Elle a été fragile à ses débuts, contestée par les grands seigneurs. Elle est devenue puissante sous les Capétiens, conquérante sous Philippe Auguste, reconstruite après la guerre de Cent Ans, centralisée sous Louis XI, absolue sous Louis XIV. À chaque époque, elle a changé de forme pour s'adapter aux exigences du temps. Mais au-delà des souverains et des batailles, ce sont les institutions mises en place sous leur autorité qui ont profondément structuré le territoire. L'administration territoriale, les systèmes fiscaux permanents, l'armée professionnelle, l'unification juridique et linguistique, tous ces éléments ont posé les fondations de l'État moderne. Même lorsque la monarchie a disparu comme régime politique, ces structures ont continué d'exister, transformées mais intactes. La Révolution n'a pas effacé l'héritage royal. Elle l'a redéfini. Elle a remplacé la légitimité divine par la souveraineté nationale, mais elle a conservé l'architecture administrative construite au fil des siècles. Les départements, la centralisation, le cadre juridique unifié s'inscrivent dans cette continuité historique. La couronne, autrefois symbole du pouvoir personnel d'un roi sacré à Reims, est aujourd'hui un symbole historique. Elle rappelle que la France ne s'est pas formée en un instant, ni par une seule décision politique, mais par une accumulation de stratégies, de conflits et de réformes portées par des générations de souverains. Les rois ont bâti le cadre, les peuples ont transformé le sens, et l'histoire conserve la trace de cette longue construction. Ainsi se termine le récit de ceux qui ont façonné la France, non seulement par la guerre ou par le prestige, mais par la durée, la centralisation et la persistance du pouvoir à travers les siècles.